Une histoire racontée de manière très originale où des adolescents risquent leur vie à chaque contrôle de maths ou bien de géographie, c'est ce dont je vais vous parler et pour cela je vais prendre cette BD, L'Enfantôme. Mais avant ça, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube sur laquelle on va parler de BD, d'illustrations et probablement d'autres choses. Et je tiens à dire aussi, je suis pas un professionnel de la BD, je suis juste un gars qui aime ça depuis tout petit, qui aime en lire et en parler donc chaîne YouTube. Si à la fin de la vidéo vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike si c'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre des commentaires qui sont constructifs bien évidemment parce que je suis aussi là pour apprendre. Sur ce, revenons à la vidéo. Dans L'Enfantôme, on vit l'histoire de Jacques, un jeune adolescent des années 90, c'est un gars pas très populaire à l'école, enfin, tout le monde le connaît, mais pas forcément pour les meilleures des raisons. Qui dit adolescence dit puberté, et Jacques actuellement il est en plein dedans. Donc forcément son corps change. Il grandit, il a la voix qui mue, et surtout, il a une tonne de boutons sur le visage. Ce qui lui fait connaître dans tout son établissement sous le surnom de boutonneux. À la maison, c'est pas forcément la joie non plus. Il vit avec sa mère, qui est très peu présente émotionnellement pour lui, et un beau-père un peu violent physiquement, voire beaucoup. Et quant à son vrai père, on peut dire qu'il est totalement absent dans sa vie. On le verra qu'une seule fois dans la BD, c'est quand ils seront au resto, et cette scène elle est plutôt comique, mais très triste. On remarque à travers les quelques cases qu'ils n'ont pas réellement de lien père et fils, et ça c'est plutôt dommage. Mais malgré le contexte familial compliqué et les moqueries à l'école, Jacques reste toutefois un jeune garçon dynamique et souriant, qui s'accroche à une passion, les jeux vidéo. Il est tellement passionné de jeux vidéo qu'il a pour ambition de devenir gérant de magasin de jeux vidéo. Très simple. Et je sais qu'en réalité, on est beaucoup aussi à aimer les jeux vidéo, à être passionné de jeux vidéo. Moi, je sais que depuis tout petit, j'ai grandi avec. Je me souviens que je jouais à Assassin's Creed, à Halo. Halo, c'est incroyable. Et aujourd'hui encore, ça me suit toujours. D'ailleurs, petite auto-promo, si t'as envie de me voir jouer aux jeux vidéo, je t'invite à me follow sur ma chaîne Twitch qui est dans la description. Mais revenons à l'histoire. Un jour d'école comme les autres, un de ses professeurs lui transmettra une convocation. Une convocation pour qu'il se rende chez le conseiller d'orientation du collège, Monsieur Marano. Mais il ne sera pas tout seul, il sera convoqué avec 2 autres élèves. Et la raison, elle est simple. Ils sont convoqués parce que leurs résultats scolaires sont catastrophiques, voire même pire. Ce sont à eux 3 les élèves les plus nuls de tout l'établissement. Et ça, Monsieur Marano refuse de laisser les choses comme ça. Il trouve tout simplement que c'est dommage que ces 3 élèves gâchent leur potentiel, gâchent tout simplement leur avenir. Il pense qu'ils devraient se mettre à plus travailler et à prendre leurs études au sérieux. Et notre conseiller d'orientation trouve une idée très bizarre, mais une idée qui est censée fonctionner. Leur proposer un contrat. Et ce contrat, vous verrez, est très bizarre, très loufoque, très étrange, comme vous voulez, mais en tout cas, personnellement, au collège, j'aurais jamais signé un contrat comme ça. En même temps, vu les résultats que j'avais, frère. Le contrat dit, si vous ne validez pas votre année scolaire, vos parents auront l'obligation de vous tuer. Et là, avec ce contrat, sans le savoir, on bascule tout d'un coup dans un monde presque surnaturel. Nos 3 ados, Myriam, David et Jacques, ressortent de ce rendez-vous avec le conseiller d'orientation très confiants, voire même inchangés. L'un d'entre eux se dit, obligé que je vais valider mon année, dans tous les cas, je m'en fiche. L'une s'en fiche complètement et dit, je m'en fous de la scolarité de toute manière, la société, elle est naze. Entre guillemets. Et l'autre se dit, j'ai pas besoin de ce contrat, je sais déjà ce que je veux faire, je veux être gérant de magasin de jeux vidéo. Mais sans le savoir, le compte à rebours était déjà lancé. Ils ont le reste de l'année pour rattraper leur niveau scolaire. Mais on n'y est pas encore. Sur le chemin, le groupe de 3 se divise et il ne reste plus que 2 élèves. Pourquoi ? Parce que David se casse. Et sa raison c'est que je devrais pas traîner avec des bouffons. Ah ouais. Je vous les ai pas présentés les 2 autres élèves, donc je crois qu'on va le faire rapidement. Écoutez, David, il y a peu de choses à dire sur lui, c'est un pote d'enfance de Jacques, voire même meilleur pote d'enfance de Jacques, mais arrivé au collège, il s'est séparé de Jacques tout simplement parce qu'il est devenu stylé. Il n'y a pas plus d'explication. Et Myriam, qui elle est surnommée Mims dans l'histoire, sera partenaire de Jacques tout du long de l'histoire. Elle fera découvrir à Jacques ce qui sera sa deuxième passion, les mangas, et elle vit tout comme Jacques dans un contexte familial assez compliqué. Elle vit uniquement avec son père, et encore vivre, c'est un grand mot, parce que son père est très souvent absent. Pourquoi ? Parce qu'il travaille. Et en plus de son absence, c'est le genre de père à être très strict sur le travail. C'est le genre de père aussi à dire, le travail c'est plus important que tout, et il lui met une énorme pression. Donc Myriam le vit plutôt mal. Mais, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que l'on basculait presque dans un monde surnaturel. Et c'est le père de Myriam qui nous y introduira.
Mais revenons là où nous avons laissé nos 2 élèves les plus nuls de l'établissement. 2. Après que David soit parti, Myriam et Jacques ont pris le temps de discuter ensemble. Jacques s'est rendu compte que Myriam était dans sa classe en primaire, mais qu'il ne savait pas qui elle était parce qu'elle avait changé au collège. Et elle lui parle de sa passion qui est les mangas. Elle lui parle d'un manga qui le fait penser à Jacques. Et en parlant de manga, elle lui propose de venir chez elle pour pouvoir les lire. Donc Jacques accepte. Ils prennent la route, et une fois arrivés chez Myriam, ils vont directement dans la chambre. Et Jacques est impressionné. Impressionné par la tonne de mangas que Myriam possède finalement. Il est aussi impressionné par ses dessins parce qu'elle a aussi des qualités de dessinatrice. Et il dit même que le père de Myriam doit être super cool de lui offrir tous ses mangas. Mais notre Jacques National va très vite déchanter. Après avoir pris les mangas, il est sur le point de partir quand soudain, la porte d'entrée claque. Myriam ne comprend pas. Son père, il était censé rentrer qu'à partir de ce week-end. Les 2 ados entendent les pas lourds du père s'approcher de la chambre. Jacques se cache immédiatement sous le lit et Myriam s'assoit. On voit l'ombre du père recouvrir petit à petit le corps entier de Myriam. D'abord les genoux, ensuite jusqu'au buste et jusqu'à la tête. Et puis, on l'aperçoit. Le père, c'est un colosse effrayant, en costume très carré, un daron dont les fessées devaient atteindre le bout des oreilles. Le mec, il te met une fessée, t'as mal au front carrément. Et il lui dit, j'ai quitté mon travail à cause de tes résultats éclatés au sol. Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais c'est ce qu'il a dit quand même. Et il continue en disant, le travail, c'est la vie, et je ne te laisserai pas gâcher la tienne. Et encore plus bizarre, j'ai le droit de vie ou de mort sur toi. Myriam, triste, essaie de lui parler de sa mère, de ce qu'elle lui disait, ce qu'elle lui répétait, mais mauvaise pioche, son père pète un câble. Le visage du père se métamorphose. Il se met à crier sur Myriam, que sa mère s'est barrée, que c'est lui qui s'occupe d'elle, et tant qu'elle sera chez lui, elle fera selon ses règles. Myriam est tétanisée, et Jacques, il assiste à toute cette scène sous le lit, effrayé, mais il ne peut rien dire. Mais, cerise sur le gâteau, il a un autre problème, Jacques. C'est qu'il commence à faire tard, mais il doit rentrer chez lui. Il était censé rentrer après le collège directement. Mais il ne peut pas bouger. Il doit attendre que le père de Myriam s'en aille pour pouvoir partir. Une fois que le père est parti, Jacques rentre chez lui. À peine rentré chez lui, sa mère lui pose automatiquement la question « Où est-ce que tu étais ?» Ce qui est plutôt normal en réalité. Mais là où il y a quelque chose de dérangeant, c'est que sa mère ne laisse pas l'impression d'être inquiétée du fait qu'il rentre tard, mais lui pose la question tout simplement parce qu'il devait être là, sans plus. Après la réponse de Jacques qui lui dit tout simplement qu'il était chez une amie, sa mère lui dit une phrase tout aussi glaçante que le père de Myriam. « Tu sais, je n'hésiterai pas à le faire. » Jacques se demande « faire quoi ?» et elle insiste « je n'hésiterai pas à le faire ». Est-ce que c'est vraiment de ça dont elle parle ? On repense au contrat de Monsieur Marano. Si vous ne validez pas votre année scolaire, vos parents auront l'obligation de vous tuer. Mais non, c'est pas possible, c'est exagéré. Et c'est exactement ce que pensent Jacques et Myriam. Ou du moins, au début. C'est les vacances de Noël, Jacques et Myriam restent l'un et l'autre chez soi, chez eux, mais ils restent quand même en contact avec leur Nokia 3310 et leur recharge SFR à 10 €. Et ils se disent par message que leurs parents sont devenus un peu bizarres, voire même carrément relous depuis le contrat de Monsieur Marano. Mais bon, qui dit vacances de Noël dit Noël, et qui dit Noël dit cadeau. Et c'est génial parce que Jacques reçoit une PlayStation 1 et son jeu préféré qu'il avait demandé, c'est faux. C'est totalement faux. Il reçoit l'un des cadeaux les plus horribles du monde, un CD de révision. Et Myriam, pareil, des cahiers de révision. C'est une dinguerie. Après ça, je n'aurais plus jamais fêté Noël de ma vie. Mais bon, 2 semaines passent, les cours reprennent et Jacques cherche Myriam dans la cour de récréation. Il la trouve pas au début, mais il finit par tomber sur elle et il y a quelque chose qui a changé. Elle n'est pas tout à fait comme d'habitude. Sa tenue a changé, sa manière de parler, sa manière de se comporter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se met à snober Jacques, comme si elle ne le connaissait pas. Donc automatiquement, Jacques le prend mal et il s'en va. Sans oublier bien évidemment de l'insulter de bouffonne. Ce qui est très bien. Non, je rigole, c'est pas bien, n'insultez pas les gens de bouffon ni de bouffonne, c'est pas cool. Bon, je passe les détails, mais logique, Myriam l'a très mal pris. À la fin de la journée scolaire, elle le retrouve, le menace de le tuer, mais il se rabiboche, etc., etc., etc. Mais une chose aussi, c'est qu'ils ont remarqué que de la journée, ils n'ont pas vu David. Pourtant, David, c'est le mec côté de l'école, et tout le monde le connaît, donc c'est pas compliqué de le voir. Mais là, il était pas là. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'il va bien ?
Après s'être posé la question, ils se disent tout simplement qu'ils allaient le rendre visite. Et en plus, ça tombe bien parce que Jacques c'est un ancien ami de David, et ce serait tout simplement une bonne occasion de revoir les parents de David. Ils prennent la route, arrivent devant son bâtiment, y entrent, montent à l'étage et sonnent chez David. Son père entrouvre la porte et répond d'une manière très froide « Oui ». Jacques répond « Bonjour, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis un ancien ami de David ». Et le père répond « Non ». Dégage. Et Jacques insiste, mais à ce moment-là, le père pète un câble. Il leur crie dessus, il veut même rentrer à travers l'espace de la porte entrouverte. Or qu'il suffisait juste d'ouvrir la porte finalement. Mais bon, il a l'air d'aimer ça. Mais il y a un problème, c'est qu'ils sont dans un bâtiment, et les cris commencent à alerter les voisins. Et en tant que bons citoyens, adultes responsables, ils prennent la défense de Myriam et de Jacques, et se mettent à réprimander le père de David. Non, c'est faux les gars, on est dans un monde chelou, je vous ai dit, c'est presque surnaturel. Eux aussi se mettent à crier sur les deux adolescents, et même à les menacer. Et une menace qui fait froid dans le dos, c'est qu'un des voisins dira « Dadou », en parlant de David, « Dadou va mourir ». Et le père de David, soucieux de l'avenir de son fils, surenchérit en disant « Je le tuerai de mes propres mains, et vous deux avec ». Il arrive enfin à passer entre le petit espace de la porte, et il se met à les poursuivre. Myriam et Jacques prennent la fuite immédiatement vers l'ascenseur. Une fois dans l'ascenseur, on a le droit à une scène digne d'un film. Myriam et Jacques qui martèlent le bouton pour que les portes se referment, et les portes qui prennent archi du temps pour se refermer. Ce qui donne au Best Daddy Forever le temps de pouvoir s'introduire entre les portes de l'ascenseur qui se referme et y bloquer sa tête. Je vous ai dit qu'il aimait les petits espaces, il aime vraiment ça. Jacques et Myriam sont tétanisés, mais Myriam trouve une idée brillante, qui est tout simplement donner des gros chassés dans la tête du daron pour qu'il puisse reculer et que les portes se referment. Et ça marche. Les portes de l'ascenseur se referment, l'ascenseur descend. Myriam et Jacques sont libres. Ils s'en vont, rentrent chez eux, mais ils partent de cette expérience marqués. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent qu'en réalité, le contrat de Monsieur Marano n'était pas qu'une simple histoire pour les motiver, mais quelque chose de bien réel. Ils vont bel et bien mourir à la fin de l'année s'ils ne réussissent pas à remonter leur niveau scolaire. Le poids du compte à rebours se fait ressentir. Ils prennent pleinement conscience que leur temps est compté. Maintenant, il faut changer, se reprendre, le temps presse et les parents ont aussi un comportement très hostile et dérangeant vis-à-vis des deux enfants. La peur se fait ressentir, le poids de pouvoir échouer, le poids de devoir mourir. Alors, ils mettent toutes leurs chances de leur côté. Jacques s'est pris en main, il a commencé à réviser, à écouter en classe et ses résultats scolaires se sont beaucoup améliorés. C'est exactement ce qui se serait passé dans un meilleur monde. Malheureusement, Jacques n'arrive pas à réviser. Il aime pas ça. Écouter en classe, il y arrive pas. Dur d'écouter les cours quand tous les autres élèves se moquent de toi à cause d'une fille qui t'a mis un recal malheureusement et qui l'a dit à tous les autres élèves de la classe. Et puis, c'est encore plus dur lorsque tous les autres élèves se moquent de toi parce que t'as plein de boutons sur le visage. Mais alors, si les révisions ne fonctionnent pas, et écouter non plus, il lui reste un moyen. Pas le meilleur, mais il en reste quand même un. La triche. Et même là, c'est problématique, parce qu'il se fait cramer par sa mère. Et sa mère n'hésite pas à lui faire comprendre que s'il continue à tricher, il mourra même avant d'avoir pu passer les examens de fin d'année. Myriam, elle, essaie aussi de se reprendre. Elle change son style vestimentaire, s'intègre à un groupe d'intello, et arrive même à remonter réellement cette fois ses notes, ses résultats scolaires, au point même que tellement elle travaille comme une dingue, elle finit première de sa classe. Mais ça ne va pas durer. Les autres élèves avec qui elle s'est liée d'amitié sont pris de jalousie. Ils la jalousent et trouvent ça bizarre qu'en si peu de temps, elle arrive à avoir de meilleurs résultats au point d'être première de la classe. Myriam le prend mal, très mal. Elle est blessée, se sent rejetée, et elle ressent ce qu'elle a fait ressentir à Jacques au début de l'œuvre. À cause de ces accusations, une bagarre éclate. Elle se sépare de ce groupe d'intello en étant brisée et en laissant derrière elle sa combativité, son envie de travailler. Elle a juste tout simplement plus envie. Mais pour nos deux élèves les plus nuls de l'établissement, il y a un gros problème. C'est que la fin d'année approche. Les examens se passent, les résultats arrivent. Myriam et Jacques se retrouvent tous les deux dans le couloir, où il y a les résultats affichés au mur. Autour de nos deux ados, Myriam et Jacques, au moment de voir leur nom, ils sont seuls dans l'établissement. Comme par hasard, le couloir s'assombrit, ils regardent les listes, cherchent leur nom, mais au même moment, quelqu'un se fait entendre dans leur dos.
Monsieur Marano, dans le noir, les regarde et les accueille bien gentiment. Et il leur lâche une phrase, le grand jour est arrivé. Ce qui s'est passé juste après, je vais pas vous le raconter. En vrai, je vous encourage plus à aller lire la BD parce qu'elle est incroyable et là on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Il y a une seconde partie, encore plus incroyable que la première, je trouve. Elle est à hauteur de 16 € en dématérialisé et je crois 24 € en physique. Après, je pense qu'elle s'adresse plutôt à des jeunes ados, peut-être même 14-16 ans, parce qu'il y a quand même des sujets abordés qui sont un peu, on va dire, sombres. Quand même, j'aimerais savoir, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une partie 2 de l'histoire, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, et tellement de choses que j'ai pas dites non plus. Mais c'est fait exprès, c'est surtout pour vous donner l'envie d'aller la lire par vous-même en vrai. Ce que j'ai trouvé incroyable dans la BD, vraiment, ce sont les illustrations. Elles sont fascinantes, en tout cas c'est mon avis. Elles ont rien de spécial, ce sont pas forcément les plus belles, c'est très bien dessiné, hein. Mais les excès de colère, les moments de pétage de câbles, etc., les menaces, on va dire aussi un peu les métaphores qui sont utilisées, bon, c'est mes mots, hein, je les trouve juste incroyables. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est tellement exagéré que finalement, ça bascule tout comme dans un monde surnaturel. On ressent la peur, la pression, et on ressent aussi à travers les dessins que ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Et moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé et dans l'ensemble, en réalité, ça reste une très belle BD. J'ai sauté énormément de détails, bien évidemment, pour vous laisser le plaisir d'aller la lire vous-même, cette BD. On y aborde pas mal de sujets très sensibles comme les peurs, les traumatismes, les violences familiales, la perte de confiance en soi. Et tout ça, ça a été raconté, illustré d'une manière super originale. Et je pense aussi que c'est très important de mettre en lumière, d'aborder ce genre de sujets qui sont plutôt sensibles en réalité. Et on sait jamais qui passe sur la vidéo, donc je tiens aussi à dire qu'en réalité c'est pas grave de ne pas être très bon à l'école. Avec du travail, des efforts et de l'envie aussi, ben c'est accessible à la majorité des gens de pouvoir s'améliorer. Et si c'est pas accessible pour toi, bah essaye de te faire aider par quelqu'un, un adulte ou quoi que ce soit, il y a tellement de solutions. C'est aussi pas grave de pas être le plus coté du collège ou d'avoir tout le monde en tant qu'ami. Des fois même, c'est même mieux d'avoir 2-3 amis de confiance que toute une foule qui te kiffe parce que t'es stylé. Et surtout, n'hésitez pas à parler à vos proches, à vos amis, à vos parents, si ça va pas. Si vous avez la pression à l'école ou autre, parce que tout garder pour soi, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Mais bon, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie beaucoup. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me fait hyper plaisir. Carrément commenter Contra, voilà. Je remercie aussi beaucoup Jim Bishop, l'auteur de la BD, pour ce qu'il a fait, parce que son travail, moi je l'ai trouvé exceptionnel. Donc n'hésitez pas à aller checker ses réseaux sociaux, franchement son Instagram il est super cool. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, et on se dit à la prochaine, et n'oubliez pas de lire des BD, c'est exceptionnel.